T'imagines que là, avec 2 ans de contrat qui lui reste pour Julien Alaphilippe, Patrick Lefebvre, il lui met une pression de dingue. C'est peut-être aussi ce qui lui manquait aussi, ou peut-être pour lui mettre un coup de pied aux fesses. C'est complexe parce que Patrick Lefebvre est tellement bizarre dans ses déclarations. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. De toute façon, pour la plupart du temps, il déraille aussi, il faut avouer. Des moments, il y a des déclarations lunaires. Après, j'espère qu'Alaphilippe va rabattre le caquet de Patrick Lefebvre. Ce serait pour montrer aussi que Patrick Lefebvre aussi peut se tromper. Après, il est gentil, Patrick Lefebvre, mais qui a porté la Quick-Step pendant de nombreuses saisons? Lefebvre te dit, mais moi, je le paye pas à préparer les championnats du monde pendant qu'il est sous contrat avec la Quick-Step. Ok, mais il était bien content d'afficher un champion du monde à un gars avec le maillot arc-en-ciel avant qu'Evenepoel ne l'ait à la fin de saison dernière. Patrice et Julien, allez mon Juju, il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La Grande Presse 2023 by Vélo Podcast, ça continue et on est bientôt là dans le sprint final. On y est même dans le sprint final avec aujourd'hui la Soudal Quick-Step, l'ancienne Quick-Step Alpha Vinyl la saison dernière. Et pour en parler, un passe-partout aussi bon flandrien que grimpeur que descendeur, mais ça c'est plus en troisième mi-temps. François Père Noël, salut FP. Je suis même imbattable, tu peux m'appeler le Van Der Poel des bars peut-être. Oui, en endurance, en puissance, en jump, t'es imbattable. Effectivement, tu sais, t'as déjà vu la vidéo de Van Der Poel, là c'est à Benidorm, là, quand il pédale dans le sable, alors que les autres ils marchent, ils courent, tu vois. Moi c'est pareil au bar, tu peux pas m'abattre. Et on se souvient, Vélo Podcast, c'est comme au bar, mais Vélo Podcast, c'est gratuit. Exactement, c'est ça, c'est pour ça, c'est tellement bien dit. Tu aimes cette réplique, Guillaume, hein? Ah, mais je pense que c'est notre leitmotiv un petit peu dans Vélo Podcast qui nous anime pour vous présenter ces équipes en 2023. Soudal Quick-Step, qui était Quick-Step Alpha Vinyl l'année dernière. Il y a à dire sur cette équipe FP, dire que sur les 3 dernières saisons, la Quick-Step Alpha Vinyl, c'était deuxième sur le bilan 2020-2022. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'année dernière, 6e bilan mondial en 2022, derrière la Bora. FP, 47 victoires, dont 14 en World Tour. C'est une année morose, transparente, mauvaise, sauvée par Evenepoel. Ça va, t'exagères pas trop. Non. C'est compliqué à dire, parce qu'en fait, Quick-Step, c'est pas dans leur ADN ce qu'ils nous ont fait l'an passé. Déjà, une campagne de flandrienne catastrophique, mais il faut le dire, franchement, pour Quick-Step, c'est ignoble, franchement. Après, sur la Vuelta, on n'a pas l'habitude de les voir jouer le général. Alors certes, Remco Evenepoel est arrivé il y a quelques années maintenant. On savait son potentiel, il l'avait pas montré vraiment à fond. Voilà, moi je trouve que grâce à cette Vuelta de Remco Evenepoel, on voit vers quoi va se destiner la Quick-Step, c'est-à-dire jouer le général d'un grand tour avec Remco Evenepoel en lui mettant des lieutenants importants, mais aussi garder cet ADN flandrien où ils ont été catastrophiques l'an passé, pour faire une équipe un peu, alors j'allais dire imbattable, c'est exagéré, mais en tout cas, tu vois l'idée, vraiment de passe-partout. Le problème l'an passé, c'est que les Flandriennes, c'était catastrophique. Et vraiment, il n'y a eu aucune course pour les rattraper. Donc c'est pour ça que je pense qu'on imagine l'année Quick-Step comme morose, alors qu'en fin de compte, quand tu regardes un petit peu, en termes de victoires, ils sont dans les clous, globalement. En termes de belles victoires aussi. Alors oui, il manque les Flandriennes, mais pour le reste, c'est quand même pas mal. Je te rappelle quand même qui remporte Liège-Bastogne-Liège avec Remco Evenepoel. Enfin, malgré tout, voilà, on est sur une équipe Quick-Step qui a fait du Quick-Step, sauf sur les Flandriennes, en fait. Ils ont eu un trou entre mars et avril, et début avril, mais sinon, on a gardé Quick-Step. Ouais, mais FP, tu enlèves Evenepoel. La saison 2022 de la Quick-Step, elle est catastrophique. Et Guillaume, t'enlèves Van Der Poel à Alpecin, t'enlèves Pogacar à UAE, t'enlèves... Non, il y a un leader, il a fait le taf, c'est bon. Tu sais quoi ? Je vais te couper, parce qu'on en a parlé dans le podcast spécial Alpecin de Koenig, notamment. Tu enlèves Van Der Poel, tu avais quand même un Philipsen qui t'en claquait pas mal, tu avais un Tim Merlier qui t'en claquait aussi, tu avais d'autres coureurs qui t'en claquaient aussi. La Quick-Step, ce qu'on attend, c'est d'être présent au premier plan sur les épreuves World Tour, notamment, et d'être capable d'en gagner. Sur le Tour de France, la Quick-Step sur le Tour de France. Allez, Yves Lampart, maillot jaune sur la première étape, Fabio Jakobsen qui claque la seconde, mais derrière on les voit pas la Quick-Step. Sur le Tour d'Italie, il y a Marc Cavendish qui te claque une étape, mais derrière on les voit pas. C'est là qu'on les attend à la Quick-Step. Et finalement, quand je te dis mis à part Evenepoel, ils ont pas fait grand chose la Quick-Step en 2022. Ça se prouve quand même dans les résultats. Oui, mais tu oublies beaucoup de choses. C'est que Alaphilippe s'est blessé, donc tu perds déjà un de tes leaders qui est normalement passe-partout pour remporter des étapes. Et mine de rien, ce que tu viens de dire, les gars, ils remportent des étapes sur tous les grands tours.
Alors oui, ok, c'est peut-être pas assez. Oui, après, il y a un trou. Oui, c'était compliqué pour eux. Mais mine de rien, le bilan dans une année moyenne plus, pour moi, il est plus que cohérent. Alors oui, tu as ce trou en flandrienne, j'entends bien. Mais à part ça, je ne comprends pas pourquoi on est si dur avec cette équipe. Alors oui, elle a été exceptionnelle pendant des années. Mais au moment où elle passe ce virage un peu grand tour pour aider Evenepoel, bah c'est normal que tu peux pas être bon partout. Et en plus, surtout que tu as Philippe qui s'est quand même pété la gueule 3 fois cette année. Enfin, et durement, je dirais, en termes de blessures. Donc, encore une fois, là, tu enlèves un gros leader. Alors oui, Alpecin, tu peux me dire ce que tu veux sur cette équipe-là, mais Alpecin a été absent sur beaucoup d'épreuves aussi. Pareil, quand tu me citais Pogačar, UAE, c'était un peu pareil. Mais en fin de compte, la Quick-Step, c'est moyen plus, parce qu'elle est à cause des Flandriennes. Le reste, c'est cohérent. Je dis pas que c'est brillant, à part sur la Volta, mais c'est cohérent. Alors on va en parler. Je vais changer un peu l'ordre de ce qu'on avait prévu, mais tu parles des Flandriennes, on va faire la transition sur ça. Une saison de Flandriennes transparente, catastrophique, tu l'as dit, avec comme meilleur résultat finalement un Yves Lampaert 10e à Roubaix, un Casper Asgreen 10e à l'E3, un Florian Sénéchal 9e à l'Omloop, ce qui était l'identité dans le passé de la Quick-Step. Là, sincèrement, ils se sont ratés dans les grandes largeurs sur cette saison de Flandrienne pavée. Est-ce que tu as le classement du premier coureur de Quick-Step sur la ronde? Je vais te le retrouver. Non mais je l'ai, devine-le. Je sais pas, je vais te dire 12e, 13e. C'est 23e avec Casper Asgreen. À quel point on en est arrivé sur cette Flandrienne-là pour dire qu'un coureur Quick-Step, le mieux classé au Tour des Flandres, c'est 23e Casper Asgreen. Tu vois, ça symbolise bien ce qui s'est passé. Mauvaise science de la course, des coureurs qui n'étaient pas prêts physiquement, en tout cas, je trouve qu'en tout cas, des tactiques de course un peu bizarres, et des mecs qui n'ont pas répondu présent. Moi, je suis désolé, même Florian Sénéchal, que j'adore et que j'ai envie de voir porter le pavé de Roubaix, alors il n'a pas eu de chance, certes, sur pas mal de courses, mais là, c'était le moment de te montrer aussi, parce que là, si Sénéchal se montrait devant des Asgreen, des Lampaert, etc., bah cette année, il aurait été leader. Et là, le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à montrer qu'il avait passé ce step-là. Et c'est ça qui m'inquiète. Ou alors, ce sont les coureurs sur qui on a misé. Bah, tu parles de Florian Sénéchal, on en parlera un petit peu plus tard de Sénéchal. Casper Asgreen, ce sont des coureurs sur qui on a misé pour être leader, pour gagner les grandes victoires et qui ne répondent pas présent. Oui, c'est ça, exactement. Après, il y a eu aussi des faits de course, il ne faut pas le nier, mais c'est comme tout. Mais d'habitude, on avait l'impression que la Quick-Step, elle arrivait à anticiper ces faits de course. Donc c'était assez brillant. Mais là, le problème, c'est que c'était catastrophique. Je crois que j'ai jamais vu une équipe Quick-Step aussi faible sur les Flandriennes. Franchement, et pour avoir vécu beaucoup de Paris-Roubaix, de ne pas avoir de maillot Quick-Step avant un moment, c'est quand même bizarre. Hein. Maintenant, en tout cas dans les premiers. Ouais, avec un Casper Asgreen qui avait pourtant fait un 3e d'Estrade Bianche, mais qui derrière, sur la saison pavée, n'a pas été si performant que cela. Autre coureur dont tu as parlé, on va faire la transition sur lui. On fera aussi un débat un peu plus tard dans le podcast. En même temps, on tease un petit peu. C'est sur Julien Alaphilippe. On va d'abord là revenir vraiment sur sa saison 2022 qui a été marquée par la malchance. Seulement 2 victoires. Des chutes sur l'Estrade Bianche et une énorme chute dans le sens effroyable à Liège-Bastogne-Liège. Bon, après ça, il a eu du mal à revenir, mais on comprend quand même. On comprend, et voilà, c'est pour ça que c'était une année un peu compliquée. Alaphilippe, c'est la fin de l'histoire avec Quick-Step. On va pas se cacher que là, vu ce qui a été dit par Patrick Lefebvre, hein, il y a eu des déclarations 2 fois d'ailleurs. Une première fois, c'était en gros, pour résumer, hein, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, en gros, je paye pas un coureur aussi cher pour me ramener que 2 victoires, même s'il a eu des grosses blessures, je résume, hein. Et de dire voilà que Alaphilippe a répondu en disant que Patrick Lefebvre ne lui avait pas dit ça en face. Et là, Patrick Lefebvre a répondu à nouveau en disant que si, il y avait sa femme et son agent et que voilà, il a répété à nouveau que bah voilà, un coureur de son niveau, en tout cas avec son salaire, devait apporter plus à l'équipe. Clairement, on est sur la fin de l'histoire. Il va sur des courses, je suis pas persuadé que c'est là où il est le meilleur. Il veut faire les Flandriennes notamment, le Tour des Flandres. On va voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir. Beaucoup de ses proches disent qu'il est à fin de victoire. On attend de voir maintenant ce qui va se passer. Mais on est sur la fin d'une histoire avec Quick-Step et puis on verra dans quelle équipe française il ira l'année prochaine. Julien Alaphilippe, le débat va continuer plus tard dans le podcast. On va continuer de se concentrer sur 2022. Bon, bah avec le coureur qui a été le meilleur de cette équipe Quick-Step Alpha Vinyl en 2022, c'est Remco Evenepoel. Une saison magistrale de la part du Belge, vainqueur de la Vuelta, champion du monde, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur de la Classica de Saint-Sébastien, du Tour de Norvège, du Tour d'Algarve.
ça a été la saison de l'affirmation au top niveau mondial. Non pas au haut niveau mondial, mais au top niveau mondial. Ouais, effectivement, on a l'impression d'enfin voir le monstre que les Belges nous vendent depuis des années. Alors oui, il y a eu sa grave chute, c'était sur le Tour de Lombardie. Mais voilà, j'attendais Remco Evenepoel, on l'a eu cette année sur tous les parcours. En tout cas, sur les parcours moyenne montagne, sur les Ardennaises. On l'a eu sur le Grand Tour avec la Vuelta. Franchement, c'est assez bluffant. Moi, je suis impressionné par ce coureur parce qu'il est vraiment, c'est en chrono, c'est une bête. Quand il part de loin, c'est une bête. En montagne, il montre qu'il peut aller suivre les meilleurs. Alors oui, je pense qu'on n'a pas encore vu le Remco Evenepoel en haute montagne avec les meilleurs. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu pour le Tour de France, le Giro, ce genre de choses. Mais voilà, je pense que c'est un coureur maintenant, de la trempe d'un Pogačar sur une Ardennaise, sur un Van Der Poel, un Van Aert. C'est quelqu'un sur qui il faut compter, et c'est Evenepoel, c'est l'avenir de la Quick-Step et c'est l'avenir du cyclisme belge carrément. Donc voilà, il est lancé et on espère que le moins de chutes possible pour voir un peu rayonner cette bataille magique qui peut s'annoncer. Parce que vraiment, quand tu regardes la start list des Ardennaises, si tu as les meilleurs coureurs comme ça, Van Der Poel, Van Aert, Evenepoel, Pogačar, ça peut faire très très mal quand même. Alors après, on en parlera un peu plus tard aussi d'Evenepoel sur 2023. Il vient tout juste d'avoir 23 ans. Il a aussi prouvé, Evenepoel. Alors bon, je vais te dire ça, mais il a claqué Liège-Bastogne-Liège en attaquant de loin. Mais il a aussi prouvé, notamment sur la Vuelta, une certaine science de la course et une certaine maturité dans sa façon de rouler. Oui, c'est vrai. Après, Evenepoel, il faut avouer que c'était vraiment le plus fort aussi. C'est ça que l'avantage, c'est que Evenepoel a gagné en étant le plus fort et pas forcément, tu sais, t'as des moments des coureurs, tu te dis, il a gagné, mais il avait une très belle équipe autour de lui. Là, Evenepoel, c'est vrai, il a quand même, pas gagné tout seul non plus, mais je trouve que c'est vrai qu'il avait une belle science de la course, il suivait bien les coups au bon moment. Il m'a assez bluffé à ce niveau-là, mais après, moi, j'attends de voir vraiment au plus haut niveau, parce que malgré tout, la concurrence, alors oui, pour cette Vuelta, il y avait Enric Mas, il y avait des coureurs comme Jay Hindley, par exemple, mais tu vois ce que je veux dire, j'attends un peu une confrontation plus forte, quoi. Tu vois, il n'a pas été vraiment poussé dans ses retranchements, j'ai l'impression. Ouais, et puis il y en a un autre, un coureur à la Quick-Step, Alpha Vinyl en 2022, et qui en a claqué des grosses face à des gros sprinteurs, c'est Fabio Jacobsen. 13 victoires, champion d'Europe, notamment vainqueur de Kuurne, Bruxelles-Kuurne, mais finalement peu de victoires en World Tour. Est-ce que là, avec Jacobsen, on parle, malgré ce peu de victoires en World Tour, on parle d'un des meilleurs sprinteurs au monde? Bon, évidemment, de toute façon, il a un train énorme. Quand t'es emmené par Michael Morkov, le Danois, évidemment que je pense que t'es dans des chaussons pour conclure un sprint. Après, il faut pas oublier d'où il revient également, Fabio Jacobsen, avec une chute terrible au Tour de Pologne. C'était en 2020 déjà, ou 2021, maintenant j'ai un doute, mais ça fait 2-3 ans, quoi. Donc, il faut pas oublier d'où il revient. Franchement, c'est quand même assez bluffant ce qu'il fait aussi au sprint. C'est un animal. Franchement, Fabio Jacobsen, oui, il a peu gagné en World Tour, mais je pense que cette année aussi, il va encore en claquer beaucoup. Il a quand même gagné sur Paris-Nice. Il gagne notre ami Jacobsen sur le Tour de France aussi, si je me trompe pas. Ouais. Donc franchement, voilà, c'est un coureur énorme au sprint. Voilà, rien à dire. Il faut pas. Je trouve que c'est pas parce que tu gagnes pas beaucoup en World Tour que c'est forcément que tu as fait une mauvaise saison. Tu vois, il a quand même compté et il est jamais très très loin des meilleurs non plus. Après, bon, Jacobsen, sa chute, c'était en 2020. Là, vraiment sur cette saison 2022, emmené par un Morkov aussi, il a pris le lead, parce qu'avant il y avait aussi Mark Cavendish. La saison d'avant, il partageait un peu. C'était une double tête au niveau du sprint. Lefebvre a misé sur lui. Mais finalement, là, moi, quand je te parle de victoire en World Tour, c'est que notamment, il est annoncé sur Tirreno Adriatico. Moi, par exemple, sur Tirreno Adriatico, je m'attends à 1, 2 ou 3 victoires au sprint. Ouais, c'est vrai, non, mais t'as raison d'être exigeant quand on fait partie de la Quick-Step. C'est peut-être le step qui doit passer maintenant. C'est l'étape au-dessus, c'est de dire, voilà, maintenant, quand t'es un grand sprinter, c'est un peu comme Desmar quand il y a eu sa passe énorme au Giro, quoi. Quand il en gagne une, il en gagne 3, et puis voilà. Oui, c'est peut-être ça qui lui manque pour l'instant. Mais c'est vrai qu'on parle quand même d'un des meilleurs sprinteurs du monde, quoi. Clairement, quand il est dans une start list, Fabio Jacobsen, il est forcément, sur une étape au sprint, forcément, tu mets dans tes 3 favoris, je pense. Ouais, avec notamment Jasper Philipsen. Vraiment, les deux, c'est les 2 pépites du cyclisme belge et néerlandais. On va passer au transfert de l'hiver pour la Soudal Quick-Step, donc qui devient Soudal Quick-Step en 2023, puisque le sponsor Soudal, lui aussi, c'est un transfert, est passé de la Lotto à la Quick-Step, chippé par Lefebvre. 5 départs pour la Soudal Quick-Step cet hiver, avec les retraites d'Ilio Keisse et de Stein Stills, le départ de Mikel Honoré à la IF, le départ de Zdeněk Štibar à la Jayco, et donc de Mark Cavendish, qui n'avait pas été renouvelé, qui a retrouvé une équipe en ce mois de janvier à la Astana. Peu de mouvements finalement. On se rend compte au niveau des départs, ce sont des seconds couteaux qui partent. Allez, Štibar en fin de carrière, Cavendish en fin de carrière, les deux qui prennent leur retraite. C'est peut-être plus Mikel Honoré qui part à l'AIF, qui est un petit peu plus
surprenant? Ouais, t'as tout résumé, je pense que c'est ça. Hein. Effectivement, Honoré, j'étais un peu surpris parce qu'il avait l'air d'être dans le train-train Quick-Step, quoi, un petit peu le coureur qu'on associe à Quick-Step. C'est le seul départ qui me surprend. Cavendish, fin de l'histoire, effectivement, comme Alaphilippe cette saison, je pense. Et Stibar, la seule frustration pour Stibar, c'est qu'il n'aura jamais gagné quelque chose de grand parce qu'il méritait au moins Paris-Roubaix peut-être. C'est vraiment l'éternel loser et c'est ça qui me frustre un peu parce qu'il n'aura jamais eu de chance, ce coureur, en tout cas pour gagner quelque chose, quoi. C'est ça qui me frustre. Mais après, quand tu vois les arrivées, franchement, t'es gagnant quand t'es Quick-Step. Hein. Trois arrivées pour cette saison 2023 avec le sprinter qui arrive de l'Alpecin, Tim Merlier, champion de Belgique, Tim Merlier, le grimpeur tchèque Jan Hirt qui arrive de la Intermarché, et puis le passe-partout aussi, un très bon coureur de classique, Casper Pedersen, le Danois qui arrive de la DSM. C'est un renforcement, c'est un recrutement avec des renforcements qualitatifs quand même. Quand tu recrutes Tim Merlier en termes de sprint, tu te parlais justement de Fabio Jakobsen, t'as 2 cartouches énormes quand même. Puis après, avec un Casper Pedersen, c'est un passe-partout incroyable, c'est la puissance, c'est bluffant parce que franchement, ce recrutement-là, tu sens que ça complète bien le train, quoi. Et je pense que même sur un grand tour pour Evenepoel, être épaulé par un Casper Pedersen, c'est forcément utile. Jan Hirt, pareil, c'est aussi un très bon grimpeur. Alors oui, c'est pas le top grimpeur du gratin mondial, évidemment. Mais par contre, pour accompagner Remco Evenepoel, c'est très très bon. Moi, je pense que vraiment, c'est un coureur c'est un bon recrutement. Franchement, ouais, je suis assez bluffé par ce recrutement-là parce que Quick-Step a parfois l'habitude d'aller chercher des coureurs, comment dire. Parfois, j'ai l'impression que tu vois, ça recrute un peu juste au non clinquant. Tu vois, Cavendish, j'étais pas pour le retour à l'époque. Mine de rien, ça a marché. Mais j'étais pas pour le retour. Mais là, quand tu vois le recrutement, tu prends les meilleurs mondiaux, quoi, quasiment. Après, tu parles de Tim Merlier. On se rend compte finalement que maintenant, avec ce recrutement de Tim Merlier et Fabio Jakobsen, 2 coureurs qui sont quand même dans la pleine force de l'âge au niveau du sprint. Jakobsen, 26 ans, Merlier, 30 ans. Tu peux avoir maintenant 2 groupes de sprinters sur des fronts différents, à la fois classique et pavé, à la fois calendrier italien, calendrier français notamment, quand on va être, à Paris-Nice et à Tirreno, quand certains vont être à l'UAE Tour et d'autres vont plutôt être sur des classiques belges ou sur le calendrier portugais-espagnol du mois de février, tu vas avoir 2 groupes qui vont être là pour claquer des grosses victoires. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi ce côté émulation que tu as, parce que si Tim Merlier arrive à la Quick-Step, c'est aussi pour mettre un peu la pression à Jakobsen, et c'est ça, je pense, que Patrick Lefebvre recherche aussi, c'est de dire, voilà, t'as intérêt à performer parce qu'à côté, il va pas faire de cadeau. Et ça, c'est intéressant aussi. C'est ce côté, sur qui on met la force quand les deux seront dans une même course, ou qui fera telle ou telle course. Je pense que c'est aussi intéressant pour une équipe, parce que tu as 2 sprinteurs de grand talent, et c'est pour les garder concernés jusqu'au bout. C'est vrai que quand tu arrives avec tes seuls leaders ou seuls sprinters, tu te dis, bon, je suis tranquille, de toute façon, ces courses-là, c'est pour moi. Là, c'est bien, ça met une pression positive, je pense, et c'est assez intéressant. Et à titre de comparaison, quand tu compares le départ de Cavendish et l'arrivée de Tim Merlier, tu as aussi un coureur Tim Merlier très complet, capable de très bien passer sur les pavés et d'aller te claquer de nombreuses semi-classiques belges du printemps et même de fin de saison. Et ça va être très intéressant à suivre. 2023 pour la Quick-Step. Bon, on va revenir sur lui directement. C'est Julien Alaphilippe, mis sous pression par Patrick Lefebvre. Alors, Julien Alaphilippe, il faut quand même dire une chose, c'est que Julien Alaphilippe, il n'arrive pas à la fin de son contrat fin 2023. Il est aussi sous contrat en 2024. Et quand on voit la pression que lui met le patron belge de l'équipe Quick-Step, Patrick Lefebvre, on se dit que si ça pète là en 2023, ça va se transformer peut-être en transfert payant à la fin 2023 pour partir dans une autre équipe. T'imagines que là, avec 2 ans de contrat qui lui reste pour Julien Alaphilippe, Patrick Lefebvre, il lui met une pression de dingue. C'est peut-être aussi ce qui lui manquait aussi, ou peut-être pour lui mettre un coup de pied aux fesses. Après, moi, c'est complexe, parce que Patrick Lefebvre est tellement bizarre dans ses déclarations. Un coup c'est blanc, un coup c'est noir. De toute façon, pour la plupart du temps, il déraille aussi, il faut avouer. Des moments, il y a des déclarations lunaires. Tu sais, il parle du cyclisme féminin. Au final, après, il s'associe avec une équipe féminine. Voilà, il vieillit. On va dire ça comme ça pour être poli. Sur le cas de Julien Alaphilippe, je suis assez d'accord avec toi sur le contrat. Après, si vraiment ça pète, je pense qu'il ne demandera même pas d'indemnité, Patrick Lefebvre. Il va dire dégage, clairement. Je pense que ça va être ça. Si une équipe française, par exemple, moi je pense à G2R, Total Energy, qui avait déjà contacté Alaphilippe l'an passé, lui propose un contrat et que Patrick Lefebvre n'en veut plus, les bons procédés, quoi. C'est dire merci pour tout, au revoir. Et ils économisent 1 an de gros salaire, parce que Alaphilippe, c'est un gros salaire chez la Quick-Step. Moi, je trouve que ça fait vraiment la fin de l'histoire, parce que ces déclarations, même, tu vois, le programme d'Alaphilippe, c'est curieux. Moi, je trouve que
Ouais, ça fait une dernière année un peu bizarre. Après, j'espère qu'Alaphilippe va rabattre le caquet de Patrick Lefebvre, parce que voilà, ce serait pour montrer aussi que Patrick Lefebvre aussi peut se tromper. Maintenant, voilà, il faut voir comment Alaphilippe a récupéré, comment il s'est entraîné cet hiver. Les premières courses vont nous donner une indication, mais je suis assez perplexe sur ses performances au Tour des Flandres. J'espère me tromper, je rêve qu'Alaphilippe gagne le Tour des Flandres, mais vu ce qu'il y a en face, notamment un Pogacar, j'ai quand même un peu peur. Après, il est gentil, Patrick Lefebvre, mais qui a porté la Quick-Step pendant de nombreuses saisons, alors qu'on parlait l'avènement de Remco Evenepoel, mais Julien Alaphilippe, c'est quand même lui qui a porté la Quick-Step. On se souvient des saisons 2018-2019 où il marchait sur l'eau. 2020-2021, il a peut-être pas gagné énormément de courses, mais il en a planté. Il t'a rapporté 2 maillots de champion du monde. Lefebvre te dit, mais moi, je le paye pas à préparer les championnats du monde pendant qu'il est sous contrat avec la Quick-Step. Ok, mais il était bien content d'afficher un champion du monde à un gars avec le maillot arc-en-ciel avant qu'Evenepoel ne l'ait à la fin de saison dernière. Il n'y a que les gagnants qui ont raison, Guillaume, j'ai envie de te dire. Donc c'est ça, il avait ce petit bonus, cette protection champion du monde qui lui permettait de sauver les apparences avec Patrick Lefebvre en tout cas. Et tu vois, dès qu'il l'a perdu, Patrick Lefebvre lui met un coup de pression. Après, c'est le haut niveau, faut pas s'étonner non plus. Il faut être exigeant, je suis d'accord. La manière de faire, la manière en tout cas d'expliquer ça entre médias interposés, je trouve ça un peu étrange, honnêtement. Donc, qui a raison, qui a tort, peu importe. Mais voilà, clairement, moi, je maintiens ma fin d'histoire. Et puis, go départ dans une équipe française dans les prochaines années. Au mieux dans 1 an, au pire dans 2 ans. Bon, on verra bien pour Julien Alaphilippe. L'autre leader de cette formation Soudal Quick-Step pour 2023, c'est Remco Evenepoel qui vient de remporter la Vuelta, qui est attendu sur le Giro. C'est la confirmation qui est attendue maintenant pour Evenepoel. Et tu en parlais très justement un peu dans la première partie de ce podcast Quick-Step. Maintenant, c'est en haute montagne, très haute montagne, qu'on l'attend. L'enchaînement des cols très longs, roulants. Bon, il a une grosse caisse, une grosse capacité à rouler, Remco Evenepoel, mais en très haute altitude. On va voir de quel bois il se chauffe. Exactement, moi je suis attend de voir ce qu'il va faire au Giro. Il faudra voir la concurrence également, qui est-ce qui sera présent à ce Giro d'Italie. Ouais, vraiment, ça va être surprenant. Alors, je sais que pour ce Giro, on annonce des coureurs comme Vlasov, tu vois, donc c'est des coureurs en forme, ils peuvent le gêner aussi. Donc, voilà, moi je suis curieux de voir ce qu'il va donner avec le Giro. On se rappelle quand même, son dernier Giro, c'était pas forcément très bien passé. Il a une revanche à prendre également. Il y a beaucoup de chronos dans ce Giro, donc ça va forcément l'aider à rattraper du temps aussi. C'est pas à négliger tout ça. Et voilà quoi. Après, Remco Evenepoel, c'est une telle superstar que tous les regards vont être braqués sur lui. Après sa victoire sur la Vuelta, il sera attendu. Je vais pas dire que la Vuelta, il n'était pas attendu, mais on va dire qu'il avait un peu ce côté encore d'innocence auprès des meilleurs grimpeurs. Maintenant, c'est fini, il va être marqué. Donc, c'est à voir comment il va se débrouiller. Il aura une équipe autour de lui, évidemment, assez impressionnante. J'imagine qu'on va le laisser Ilan Van Wilder avec Ariane Hurt qui vient d'arriver, un Peter Serry, évidemment. Donc, il y a Fausto Mastada aussi, je pense qu'il fera le Giro cette année. Voilà, ça va être intéressant à voir. Ouais, c'est tout ce groupe d'Italiens et de Belges qui l'entourent. Jan Hirt aussi, et qui pourrait être un sacré appui. Jan Hirt qui a fait top 10 du Giro l'année dernière. Quand on voit la concurrence, finalement, c'est ça, parce que Evenepoel, il s'est bagarré sur la Vuelta, mais il n'avait pas une concurrence énorme non plus. Il y avait Enric Mas qui était là derrière, mais Enric Mas était quand même très loin de Remco Evenepoel. Sur le Giro, ce qui est annoncé, c'est du Joao Almeida, c'est du Primoz Roglic, c'est du Alexander Vlasov, t'en as parlé, du Geraint Thomas. Ce sont des mecs d'un autre level peut-être que ce qu'il y avait, ou plutôt il y a une plus grosse densité que ce qui était sur la Vuelta l'année dernière. Oui, et puis c'est des profils qui lui ressemblent un petit peu, parce que mine de rien, Roglic en chrono, il n'est pas nul. Bon, Geraint Thomas, j'hésite à le mettre dedans, mais effectivement, si on le met dedans, en chrono, c'est pas nul non plus. Donc voilà, c'est des profils qui lui ressemblent aussi, il y avait un peu moins le cas sur la Vuelta l'année passée. Ouais, je suis assez curieux de voir comment il va réagir face à l'adversité. Puis on sait que le Giro, c'est dur, parce que la pluie, le vent, faut pas tomber malade, hashtag Thibaut Pinot. Mais tu vois, c'est ça, il y a vraiment ce côté-là où il va falloir être assez prudent. Et s'il remporte le Giro, encore une fois, alors pas forcément haut la main, mais qui remporte le Giro, ça y est, on pourra dire que Remco Evenepoel fait partie des grands coureurs de grand tour, et puis on l'attendra avec impatience sur le Tour de France 2024. Evenepoel qui est aussi annoncé sur Liège-Bastogne-Liège. Il y aura peut-être 2 leaders avec Julien Alaphilippe. Ça sera intéressant à voir aussi la cohabitation des deux, peut-être au top niveau. On va terminer ce podcast Soudal Quick-Step avec un autre coureur français. J'aimerais qu'on en parle, de Florian Sénéchal. C'est aussi un de tes chouchous, FP, le coureur français, le nordiste. Est-ce que c'est pas cette année l'année ou jamais pour Florian Sénéchal ? Oui, un petit peu. Je pense qu'effectivement, Florian Sénéchal a pas grillé sa cartouche l'année passée, mais un petit peu quand même. Ça ressemble un peu à ça.
Il faut qu'il donne tout. Je crois beaucoup à Florian Sénéchal. Je sais que c'était il y a 2 saisons quand il a re-signé, il était un peu dos au mur aussi, il avait fait des grosses performances. On espère qu'il va continuer encore cette saison. Évidemment, l'objectif, ça va être Paris-Roubaix cette année pour lui encore. Voilà, j'y crois, j'ai envie qu'il me fasse rêver sur ses courses flandriennes, il en est capable. Il doit se faire pardonner de l'année passée. Et justement, il y a une place à prendre encore aujourd'hui. Évidemment, on en parlait après la campagne l'année passée catastrophique. Donc, il faut qu'il se batte pour la prendre, cette place. Et il a le profil pour performer à Roubaix. Parce qu'à Quick-Step, il faut dire, c'est vrai que par rapport à ses équipiers, c'est dans la seule équipe, je pense, où il pourra vraiment gagner, en tout cas Paris-Roubaix, j'ai l'impression. Après, on ne sait pas où est-ce qu'il ira après, mais en tout cas, voilà, je ne dirais pas que c'est l'année ou jamais, mais presque. Florian Sénéchal, 29 ans, une seule victoire en 2022, le titre de champion de France. Alors imagine si il lève le pavé de Roubaix sur le Vélodrome, au milieu du Vélodrome avec le maillot bleu-blanc-rouge, ça serait magique. Je crois que je vais pleurer. On verra bien pour Florian Sénéchal, qui en plus, il faut le dire, dernière année de contrat en 2023. On va voir, peut-être que la pression de la dernière année de contrat ou alors la signature ailleurs dans une autre équipe pourra peut-être le libérer. FP, je te remercie d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial Soudal Quick-Step. On remonte le peloton. FP, encore quelques jours jusqu'au 31 janvier, on va sortir les podcasts. Et puis là, on va arriver maintenant dans les hautes sphères du peloton. Ouais, on va arriver là où ça sent quelque chose. Je sais pas ce que ça sent, mais il y a un truc qui sent. Ouais, ça sent pas très très bon. Aïe. Tu dis ça parce qu'on va se rapprocher notamment des Pays-Bas avec une formation qui roule en jaune. Mais bon, on verra ça plus tard. FP, je te remercie beaucoup. N'oubliez pas la plateforme Patreon, plateforme de financement participatif. Soutenez Vélo Podcast, donnez ce que vous voulez pour soutenir un peu aussi les frais de production et puis pourquoi pas aussi nous permettre de nous déplacer sur certaines courses à l'avenir et vous ramener le meilleur du cyclisme. FP, je te remercie. On se dit à très bientôt dans Vélo Podcast.